Je suis certain que vous avez fait le tour des séries que je vous ai proposées la dernière fois. J'ai pas encore terminé avec mes classements, je vous propose donc les 10 séries que j'attends le plus pour ce début d'année 2019. Pas de restriction cette fois-ci, les gros morceaux vont être au rendez-vous. L'année 2018 m'a permis de faire de belles découvertes, mais 2019 va bouleverser le paysage des séries. Retrouvez mon premier top 2019. Générique. Numéro 10. Doom Patrol. Doom Patrol sera lancé sur la plateforme DC Universe dès le 16 février 2019. La série est liée à Titan, qui est elle-même diffusée depuis le mois de janvier sur Netflix. Il s'agit d'une adaptation d'une BD DC et elle met en scène une équipe de super-héros à la manière des 4 Fantastiques, mais qui ont tous été brisés ou traumatisés par la vie. Negative Man, Elastigirl, Crazy Jane ou Robotman font tous partie d'un groupe de parias dont les super-pouvoirs viennent d'expériences traumatiques ou d'accidents aux conséquences désastreuses. Aucun d'eux n'a un physique adapté à la vie en société, mais ils ont tous une idée en tête: sauver le monde de la moindre menace. Un épisode de Titan introduisait le groupe et chaque personnage avait sa cicatrice tout en gardant un espoir de devenir quelqu'un. Doom Patrol semble un peu plus complexe que Titan et j'ai déjà adoré le groupe formé par Robin, alors je pense que les aventures du groupe dirigé par le chef, qui est incarné par Timothy Dalton lui-même, nous promet des aventures assez sympathiques. Numéro 9. Happy. Si vous connaissez déjà Nick Sachs, vous avez certainement pris comme moi une claque quand vous avez commencé à regarder Happy l'année dernière. Un ancien flic balancé au rebut qui se reconvertit dans une nouvelle carrière de tueur à gages bourré et SDF était déjà pas mal. Mais en plus de ça, on nous balance à l'écran une licorne bleue qui est l'ami imaginaire de la fille de Nick. Notre héros a réussi à la libérer d'un Père Noël bien flippant dans une saison 1 complètement barrée et la saison 2 qui est prévue pour le 28 mars paraît encore plus sombre et tordue. Christopher Meloni est selon moi l'un des meilleurs acteurs de série à l'heure actuelle et je pense qu'il est capable de reproduire la performance qu'il avait réalisée avec brio dans cette saison 1 que j'avais adorée. Encore une fois, écartez les enfants de l'écran quand vous regardez Happy parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver et surtout ce qui peut passer par la tête de Nick Sachs quand il a une arme ou à peu près n'importe quoi dans la main. Et surtout, on ne sait jamais vraiment dans qui ils peuvent finir et encore pire, par où ils peuvent passer. Numéro 8. Good Omens. Adapter l'œuvre d'un écrivain reconnu dans le monde entier comme Terry Pratchett ou d'une star des romans et de la BD comme Neil Gaiman n'est pas vraiment la chose la plus facile du monde. La BBC et Amazon Studios se sont quand même lancés dans l'aventure après le succès impressionnant de la série American Gods, dont la saison 2 est d'ailleurs très attendue sur Prime Video. Dans cette série hors catégorie, un ange incarné par Michael Sheen, qui a joué dans Twilight ou Underworld au cinéma, et un démon interprété par David Tennant, qu'on ne présente plus depuis qu'il a incarné Kilgrave dans Jessica Jones ou un Doctor Who de haute volée sur la BBC, ces deux entités célestes sont obligées de former une alliance pour arrêter l'Armageddon après avoir perdu l'Antéchrist sur la planète. Leur mission sera donc de retrouver cet enfant de 11 ans qui ignorait tout son rôle dans la fin des temps. Ajoutons à ça la participation de Benedict Cumberbatch en Satan lui-même et vous aurez une petite idée de l'ampleur de l'aventure lancée par Simon Winston et Rob Wilkins qui sont les deux producteurs exécutifs. La diffusion de Good Omens débutera sur Amazon Prime dès le 31 mai prochain et d'ici là vous pourrez toujours vous spoiler avec le livre sorti en 2001. Numéro 7. Sabrina. Je ne sais pas si vous avez regardé la première saison de Sabrina ou si vous avez au moins avoué le faire quand vous avez commencé, mais j'avais comme vous tout un tas d'a priori quand je me suis lancé pour le premier épisode. Adaptation d'une BD Archie Comics, Sabrina nous présente les aventures de la jeune Sabrina Spellman qui vit dans un manoir de la ville de Greendale avec ses deux tantes Hilda et Zelda, et Ambrose qu'elle appelle son cousin mais qui ne fait pas vraiment partie de la famille. La saison 1 l'a placée face à un choix terrible, à savoir choisir entre sa vie de jeune mortelle amoureuse et avec des amis géniales ou sa vie à devenir de sorcière et les pouvoirs qu'elle avait toujours rêvé de perfectionner. Poussée par les uns et effrayée par d'autres, Sabrina a réussi à trouver son chemin en réussissant à berner le démon lui-même. Elle doit à présent naviguer entre les deux mondes tout en essayant de ne pas provoquer l'apocalypse parce qu'elle semble vraiment en être capable. La saison 2 s'annonce bien plus sombre et plus adulte encore et un certain nombre de révélations sont attendues sur les circonstances de sa naissance ou sur celles de la mort de ses parents. Le deuxième chapitre du grimoire Spellman s'ouvrira le 5 avril. Numéro 6. What We Do in the Shadows.
Adaptation du film éponyme sorti en 2014 qui nous raconte les aventures de vampires qui vivent en colocation et racontent leur vie à la caméra, un peu à la façon d'un documentaire, What We Do in the Shadows est une aventure lancée par Jermaine Clement, qu'on connaît pour son rôle dans la série Légion, et Taika Waititi, qui a dirigé avec succès Thor Ragnarok, qui a été accueilli par les acclamations de la critique en 2017. Dans la série qui fera ses débuts sur FX à partir du 27 mars, on retrouvera 3 vampires qui vivent en colocation à New York. La série semble tout aussi décalée que le film et les difficultés de cette communauté un peu à l'écart des standards de la vie new-yorkaise ont très certainement provoqué des situations complètement folles, le tout accompagné d'une réalisation à la manière d'un documentaire. J'attends avec une grande impatience les premiers épisodes pour voir quelles sont les difficultés que nos héros vont rencontrer dans le New York de 2019. En France, on vient de l'apprendre, la diffusion se déroulera sur Canal+ à partir du 28 mars sur la plateforme MyCanal. Numéro 5. Umbrella Academy. Encore des super-héros, vous allez me dire, c'est pas faux, comme dirait Caradoc, mais on est quand même assez loin de l'univers Marvel. Umbrella Academy est l'adaptation d'une BD diffusée par Dark Horse Comics. En octobre 1989, 43 enfants naissent au même moment, de manière inexpliquée, et leur mère ne montrait aucun signe de grossesse quelques heures avant l'accouchement. Sir Reginald Hargreaves, un riche homme d'affaires, décide d'en adopter 7 et de former l'Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Chacun de ces enfants se découvrira rapidement un super pouvoir. Luther, au numéro 1, est un homme à super force et a un physique impressionnant. Diego, au numéro 2, a le talent de lancer des couteaux à tête chercheuse. Allison, au numéro 3, est capable de faire réaliser le moindre de ses souhaits en les prononçant. Klaus, au numéro 4, est capable de voir les morts. Numéro 5, qui n'a pas de prénom, a le pouvoir de voyager dans le temps et l'espace. Ben, au numéro 6, est mort il y a quelques années et il avait le pouvoir de faire apparaître des monstres d'une autre dimension. Pour finir, Vanya, au numéro 7, est la seule à ne montrer aucune capacité spéciale. Ils vont tous éviter l'apocalypse qui peut venir de n'importe où. Au casting, Ellen Page, Mary J. Blige ou Robert Sheehan, qui était pour moi la révélation de Misfits il y a quelques années. Numéro 4. Russian Doll. Le ressort de la série créée par Natasha Lyonne, dirigée par Leslie Headland et produite par Amy Poehler, est de revivre encore et encore la même soirée avec comme reboot à chaque fois une mort violente et sans pitié. À chaque mort, Nadia repart donc dans ses toilettes en plein milieu de sa soirée d'anniversaire organisée par ses 2 amis complètement timbrés. Disponible depuis le 1er février sur Netflix, cette série est clairement inspirée du film Un jour sans fin avec Bill Murray. Mais attention, là où Un jour sans fin essayait de sauver un peu les apparences, Russian Doll est capable de toutes les folies pour bien nous faire comprendre que la vie à New York aujourd'hui peut se terminer dans un caniveau ou avec des objets étranges accrochés à des endroits encore plus étranges. La série de Natasha Lyonne est à des milliers de kilomètres de Punxsutawney et les soirées de Nadia sont teintées d'alcool, de drogue et de blagues pas vraiment politiquement correctes. L'histoire est compliquée, mais elle est toujours drôle. Elle nous retourne le cerveau, mais elle est pleine de poésie. Elle s'empile comme des poupées russes, mais aussi comme... Enfin, vous voyez quoi. Bref, Russian Doll est à ne pas rater si vous voulez passer un bon moment devant 8 épisodes d'une trentaine de minutes avec des acteurs de haut niveau. Numéro 3. Killing Eve. Adapté des romans de Luke Jennings, Killing Eve est une série britannique diffusée depuis le 8 avril 2018 sur BBC America. Elle raconte l'enquête d'un agent des services secrets britanniques sur Villanelle, une tueuse psychopathe qui travaille pour une mystérieuse organisation proche de la Russie. Cette enquête va créer un lien entre les 2 femmes qui va les transformer pour toujours. La saison 2 va mettre Eve face aux conséquences de ses actes et des choix qu'elle a dû faire à la toute fin de son enquête sur la dangereuse Villanelle. On débutera 36 secondes après le final choquant qui s'est déroulé dans l'appartement de Villanelle et avec tous les rebondissements que cela implique. Quelqu'un d'autre recherchera la tueuse impitoyable et Eve devra faire de son mieux pour la retrouver avant cette étrange et nouvelle menace. L'enquête reprend le 7 avril prochain sur la BBC et la diffusion en France se fera encore une fois sur Canal+. En attendant, si vous ne craignez pas les spoilers, vous pouvez toujours parcourir les romans de Luke Jennings dont la série est adaptée. Numéro 2. Stranger Things. Est-ce que je dois vraiment vous présenter cette série qui a débuté sur Netflix à l'été 2016 ? Je pense pas. En constatant le phénomène que les aventures de ces 4 gosses sont tout droit sorties des Goonies ou d'un livre de Stephen King sont devenues, après une saison 2 encore plus spectaculaire et dramatique, Netflix va avoir du mal à monter encore le niveau, mais voici ce que nous savons de ce qui peut nous être proposé à partir du 4 juillet prochain dans la saison 3. Déjà, la date des événements est très importante, parce que l'action se déroulera 1 an après la saison 2, et donc en 1985 avec la sortie au cinéma de Retour vers le futur ou des Goonies. De nouveaux personnages et de nouveaux lieux vont faire leur apparition avec un homme politique qui se lance dans une élection à la mairie de Hawkins, et le centre commercial qui deviendra certainement le point de ralliement de toute la bande au cours des vacances d'été. Les titres des épisodes ont eux aussi été révélés, et avec eux des déclarations qui expliquent que cette saison s'inspirera des plus grands comme John Carpenter, David Cronenberg ou George Romero.
Alors avec un centre commercial, des influences comme celle-là et les titres qui sont proposés, je pense qu'on n'est pas loin de découvrir quelques morts vivants au croisement des allées du centre commercial Starcourt. On attend tous le retour de Will, Mike, Dustin, Lucas et Eleven dès le 4 juillet prochain sur Netflix. Numéro 1. Game of Thrones. En juin dernier, Emilia Clarke nous annonçait à tous sa tristesse d'avoir tourné la dernière scène incarnant le personnage de Daenerys Targaryen. Nous arrivons donc cette année à la fin d'une aventure qui avait débuté sur nos écrans en avril 2011 avec un épisode bien sombre où la famille Stark commençait à s'installer dans nos foyers. Quelques événements et 1 ou 2 morts plus tard, la série a réussi à mettre en place, grâce à une série de romans extrêmement riches de George R.R. Martin, une guerre épique entre 3 camps qui se sont petit à petit dessinés, à savoir les Stark, les Lannister et les Marcheurs Blancs menés par le sombre Roi de la Nuit. Oui, je sais, c'est résumé à l'extrême, mais j'ai pas 30 minutes et je pouvais pas résumer cette saison en si peu de temps. La saison 8 de Game of Thrones est aussi attendue par les téléspectateurs qu'Avengers Endgame peut l'être pour le public du grand écran. Quelle sera la fin qui nous sera proposée et qui est annoncée comme douce amère par les uns ou clivante par les autres? Des morts sont annoncées, une bataille démesurée a été révélée qui mettrait au rebut la bataille inoubliable des bâtards et des trahisons nous attendent encore, malgré une chronologie qui commence de plus en plus à se resserrer pour un dénouement en 2 épisodes de 60 minutes et les 4 derniers de 80 minutes. 440 minutes qui vont être chacune appréciées comme un bonbon qu'on ne pourra plus jamais déguster. La diffusion ce sera sur OCS et aussi sur MyCanal à partir du 4 avril. Encore une fois, tous ces choix ne sont que mon opinion et je me doute que je vais forcément rater 1 ou 2 séries qui vont sortir du lot et que j'aurais pas remarqué. Il y a bien sûr des évidences dans mes choix, mais je ne pouvais pas éviter les têtes d'affiche que sont Game of Thrones et Stranger Things. Quoi qu'il arrive, on se revoit dans quelques semaines pour faire le point comme d'habitude vers le mois de juillet, histoire de voir si je me suis planté ou si j'ai visé juste. En tout cas, je peux vous dire que pour ce que j'ai déjà pu voir, je n'ai aucun doute et vous pourrez y aller les yeux fermés. Je sais qu'il y a beaucoup de super pouvoirs dans ce top 10, mais dans le précédent, il y avait beaucoup d'uniformes et de blouses blanches, alors au moins j'ai varié les plaisirs. Et comme j'ai fait que 10 choix, il reste forcément des séries qui étaient sur le fil et que j'aurais largement pu mettre dans ce classement. Je n'oublie donc pas Engrenage sur Canal+, qui est selon moi la meilleure série française aujourd'hui, Osmosis qui est prévu sur Netflix pour le mois d'avril et qui annonce du très lourd, American Gods qui reprend le 10 mars prochain mais qui a connu une production très chaotique, et finalement Star Trek Discovery, mais ça s'est joué sur le fil. Merci d'avoir suivi la vidéo, comme d'habitude un pouce en l'air, un partage, l'abonnement et la cloche pour rien rater. Vous avez le pouvoir de me faire connaître autour de vous, donc je fais de vous mes super-héros. Je vous laisse la possibilité de choisir pour la prochaine vidéo, donc ce sera soit la critique de The Widow avec Kate Beckinsale pour Amazon Prime, soit The Little Drummer Girl pour Canal+. À vous de choisir. Maintenant, je dois vous laisser parce que j'ai une soirée d'anniversaire qui m'attend dans une crypte avec 2 dragons qui ne sont pas vraiment d'accord si on va manger chaud ou froid pour le repas. Quoi qu'il arrive, et même si on mange froid au repas au printemps, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.